Bonjour et bienvenue à Radio Bidon. Écoutez, on est en plein milieu, là, même. On a passé le milieu là, de ce Tour de France-là. Deuxième journée de repos pour les coureurs. C'est passé 1 million d'affaires. On savait pas trop par où commencer. Et donc, plutôt que de faire une récapitulation complète, ce que vous pouvez faire évidemment sur FloBikes, où vous regardez peut-être ce podcast-là dans sa version vidéo, parce que FloBikes est notre partenaire à Radio Bidon pendant le Tour de France et c'est aussi le diffuseur officiel de l'événement, ainsi que, je vais le dire, de la Vuelta à Espagne, ainsi que des championnats du monde, des coupes du monde, de cyclocross et encore plein d'autres courses de vélo si vous vous abonnez à FloBikes. Merci à eux. Aujourd'hui avec nous, donc, Charles Stigui, comme d'habitude. Bonjour Charles. Salut David. Audrey Lemieux, qui est, donc, analyste justement à FloBikes pour le Tour de France. Salut Audrey. Salut David. Donc, comme je le disais avant, on va essayer d'aborder ça de manière un peu différente d'habitude, c'est-à-dire plutôt que de faire une récapitulation complète des faits des événements, je vais y aller avec des questions à nos analystes. Et donc, la première question que je vous pose à vous deux, c'est qui vos héros jusqu'à maintenant, là, si on avait peut-être deux à choisir, là, vos héros du Tour de France dans cette seconde partie du Tour? Ben, tiens, Audrey, je commence par toi. Ouais, ben, voilà. OK, il y en a eu quand même de l'action. Je vais y aller avec le premier. J'irai avec, encore une fois, je sais qu'on parle souvent de lui, mais je vais y aller avec lui quand même. Je trouve que Wout van Aert a fait très bien cette semaine en allant chercher une victoire d'étape là où probablement plusieurs personnes ne l'attendaient pas, c'est-à-dire dans le Mont Ventoux. Mais aussi, ce que j'apprécie beaucoup de lui, c'est par exemple l'étape d'hier. En plus, il nous surprend encore. Il va pour les points de la montagne. Et quand il a fini de faire ses points pour la montagne à lui, il se transforme tout de suite en lieutenant. Il va aider Sepp Kuss pour aller chercher la victoire d'étape. Et à la toute fin, il se laisse décaler et il va aider le peloton avec maillot jaune et Jonas Vingegaard dedans pour le ramener et mettre un peu de pression dans la descente. Donc, c'est comme un double rôle. Et Wout van Aert le joue à merveille. T'sais, il est capable de changer son minding en peu de temps et gagner des étapes et devenir lieutenant. Donc ça, j'apprécie beaucoup ce côté-là de lui. Par contre, sur l'étape d'hier, la stratégie de la Jumbo-Visma était, en tout cas, je pourrais dire, très risquée. Mais ça, en tout cas, on en reparlera. Mais au niveau du héros, moi, j'irais avec lui. Parce qu'en plus d'avoir perdu Primož Roglič, il fallait vraiment qu'il se regroupe la formation Jumbo-Visma puis qu'il trouve des solutions. Puis je pense qu'ils l'ont bien fait. Ils l'ont fait, on peut dire, doublement avec Vingegaard et avec Wout van Aert. Alors, juste pour rappeler les faits, Wout van Aert qui remporte l'étape sur le Mont Ventoux, donc en échappée, et commet les 10 faits d'armes là, que tu viens de mentionner, et même en train un peu on peut dire d'écœurer Mike Woods pour la course au point en le battant à au moins 2 reprises, si c'est pas 3, je pense, dans les marqueurs pour les points, donc les hauts de la montagne. Donc oui, effectivement, Wout van Aert, moi je vais en profiter pour faire une déclaration, là, notez la date. C'est aujourd'hui que ça se passe. C'est aujourd'hui que ça se passe. On parle beaucoup de Mark Cavendish qui va battre le record de Eddy Merckx, donc fort probablement, s'il survit aux Pyrénées, en tout cas, il sera en Paris avec Nasser Boigny, entre autres, là, qui est plus en course, donc un sprinter de moins pour tenter de le battre. Et on fait cette comparaison avec Merckx qui tient juste aux victoires, là, parce que c'est pas du tout le même genre de coureur, mais moi je vois chez Wout van Aert un coureur qui ressemble beaucoup à Eddy Merckx, même si il est assez improbable qu'avec le genre de shape qu'il a, là, donc son type de gabarit, il remporte un grand tour ou même plusieurs grands tours comme Eddy Merckx, mais capable d'arriver deuxième au sprint une journée, le lendemain de remporter une étape de montagne sur le Mont Ventoux, de faire la course au point une autre journée, puis de se promener un peu partout, là. On parle de hockey. Faire des bons chronos en plus. Et puis de faire des bons chronos en plus. Donc, c'est vraiment... Donc, le nouveau Eddy Merckx, c'est pas encore Remco Evenepoel, c'est plutôt Wout van Aert. Vous l'aurez entendu ici. Ouais, en premier. Mais, tu sais, des transformations physiques, probablement qu'il pourrait pas remporter des tours, tu sais, des Vuelta avec 8 étapes de montagne consécutives. Ça va demander une transformation physique, mais... Tu sais, Cadel Evans a déjà gagné le Tour de France. Rigoberto Urán est deuxième en ce moment.
Tu sais, il y a des genres de sleepers qui finissent par avoir du succès au travers des autres dans certaines éditions. D'après moi, Wout van Aert est capable de plus que ça encore. Là, tu sais, il le démontre, mais pour moi, Pour moi, en fait, les derniers jours, il vient de dire à tout le monde, écoutez, je suis un contender éventuel pour un classement général. Quand même. Je rajoute sur ce que tu viens de dire. Toi, tu y crois encore plus que moi, finalement. Oui. Ouais. Oui, absolument. D'ailleurs, il y avait des mimes très drôles qui disaient, tu sais, des faces de Wout van Aert qui disaient pourquoi vous m'avez pas pris comme coureur protégé pour le reste du tour. Évidemment, Vingegaard est un excellent choix aussi, là, mais il va le devenir, je suis à peu près certain. Alors, Charles, toi, ton héros, on vient peut-être de parler d'un. Oui, c'est ça. J'hésite entre plein de monde. Comme disait Audrey, il manque pas de choix pour tirer des noms dans le chapeau. Là, mais la victoire de Nils Politt m'a beaucoup plu. Parce que depuis sa deuxième place à Paris-Roubaix en 2019, on se disait, OK, il se passe quelque chose de ce côté-là. Mais je vais faire amende honorable et dire quelque chose de positif, encore une fois, autour de Cavendish. Physiquement, autour de Cavendish, le héros obscur en ce moment, c'est l'escadron qui le suit dans la montagne, qui l'amène au sprint, mais ce qui est encore plus important en ce moment, là, c'est que s'il arrive au sprint, il y a de fortes chances de gagner, mais il faut qu'il se rende à destination que sur les étapes. Affectueusement la remorqueuse du Wolfpack. Là, ouais. Exact. Ouais. Puis tu sais, on le voit arriver tard dans des états limites, mais toujours avec 2, 3, 4 de la Deceuninck Quick-Step autour de lui. Ça, c'est pour moi D'après moi, ils vont se faire payer plus qu'une bière à la fin du tour, ces 3-4 gars-là. Là. Et, ça sent la Rolex. Le record. Oui. Tu as fait une autre annonce, tu as dit que Cavendish allait battre le record de Merckx. Donc, quand ce sera fait, ce sera en grande partie à cause de l'équipe qui l'entoure. Et de moi, parce que je l'ai dit, évidemment. Ben voilà. Audrey, est-ce que tu as un autre héros de la dernière semaine dont tu aimerais parler avec nous? Pour le moment, je vais laisser ça comme ça parce que j'en ai un autre, mais je vais le mettre dans ton autre question. Dans mon autre question? OK, ça marche. Ouais. On y va justement avec l'autre question. Les moments clés là, dans le classement général, là, donc de ce qui s'est passé, on va le dire, pour ce qui est de la domination là, de Pogačar, ça n'a pas beaucoup bougé, hein, ou à peu près pas. Il maintient toujours une avance de plus de 5 minutes sur ses poursuivants. Par contre, en arrière de lui, ça brasse pas juste un peu. Donc, les moments clés, ce serait quoi? Tiens, je te retourne, Audrey, et je te reviens et je te pose la question. C'est en même temps mon héros aussi de la deuxième semaine et celui qui a créé un moment, je dirais, en tout cas, qui a réussi à déstabiliser Tadej Pogačar. Donc, je parle de Jonas Vingegaard. Il est vraiment... Bon, pourquoi mon héros de la deuxième semaine? Parce que, premièrement, c'est son premier Tour de France. Deuxièmement, c'est son deuxième grand tour. La première fois qu'il a fait un grand tour, c'était à la Vuelta l'année passée en support pour Primož Roglič. Donc, c'est pas un gars qui est expérimenté tant que ça sur les grands tours. Et deuxièmement, il se retrouve à son premier Tour de France vraiment avec le spotlight littéralement sur lui, en ce sens où, bon... Tu sais, il était là, il est arrivé mentalement pour travailler pour Roglič, et là, c'est le coureur protégé au classement général pour la Jumbo-Visma. Fait que moi, je trouve qu'il gère vraiment bien ça. On l'a vu sur le contre-la-montre individuel, comment il est très fort aussi au chrono. Puis, en plus, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, on l'a laissé pas mal seul, mais il est capable toujours il est toujours bien placé, il est à la bonne place, il s'alimente bien, et il... Oui? Ah, OK. Oh. Et il assure vraiment, quand c'est le temps d'attaquer, il est là. Et pourquoi le moment clé du classement général? Parce que c'est le seul qui a réussi à mettre à mal Tadej Pogačar. Et c'est le seul, vraiment, qui... on a senti qu'il était incapable de rivaliser avec Tadej Pogačar. Donc ça m'indique que ça pourrait être un moment clé dans la troisième semaine, à voir là comment il récupère, vu que ça fait...
on n'a pas beaucoup de données sur lui, là, surtout en tant que leader pour le classement général. Mais moi, c'est vraiment un gars que je vais surveiller. Et encore hier, sur l'étape de montagne à Andorre, il a attaqué, il a attendu le bon moment, il est resté calme, resté dans les roues, même s'il n'y avait pas beaucoup de support autour de lui. Ce que je trouve qui est pas nécessairement... en tout cas, ils ont pris des gros risques hier, il y a un mouvement. Bref, c'est un gars qui est à la fois mon héros et à la fois peut-être quelqu'un qui va être un point clé, en plus qui fait des bons contre-la-montre individuels. Bon, ce qui est pas toujours évident pour des petits gabarits comme le sien, qui ont plus l'air de des petits grimpeurs. Alors, Vingegaard, ce jeune homme qui a l'air d'avoir à peu près 12 ans et demi et puis qu'on a vu partir de manière assez spectaculaire. Donc, ce dont tu parlais tantôt quand il a mis à mal Pogačar, c'était dans la dernière ascension du Ventoux. C'est vraiment spectaculaire dans les derniers lacets là, qui mènent au sommet du Mont Chauve. Oui. Une étape qui n'a pas déçu, hein. C'était quand même, il s'est passé pas mal de trucs spectaculaires. Et puisqu'on parle des moments clés au classement général, comme ce brassage-là à l'arrière du classement général est vraiment intéressant, puis il donne l'action. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai la sensation de regarder un tour quand même passionnant, même si on a l'impression que la fin est écrite d'avance. Donc, beaucoup d'échappées, il se passe vraiment pas mal d'affaires. Charles, qu'est-ce que tu en penses? Ben oui, puis ça se valide par les efforts qui sont mis à aller chercher les maillots autres que le maillot jaune. Mm-hmm. Il y a de l'action de toutes parts. Tu sais, on parle souvent, et moi le premier, de la course dans la course, mais là, il y a des courses dans la course et elles sont très intéressantes. Ouais. C'est à moins d'avaries majeures, le résultat est plié, mais tu sais, la course n'est pas terminée pour autant. La deuxième place de Uran en 2017, si ma mémoire est bonne, qui est en train de jouer en ce moment, qui est en train de, un film qui est en train de rejouer. On sent qu'il y a un intérêt véritable. On n'y va pas que pour la victoire. La deuxième place a son importance. Se retrouver sur le podium, sur les Champs-Élysées, c'est des images qui roulent tout le reste de l'année. Là. Donc, il y a une véritable importance à ce qui est en train de se passer. Puis effectivement, c'est une course qui est passionnante. Moi aussi, je vais y aller d'une annonce aujourd'hui. Là. Le Tour de France, c'est généralement le grand tour qui m'intéresse le moins des trois parce que je trouve qu'il se passe un tas de trucs partout ailleurs parce que c'est pas... la Vuelta et le Giro, les résultats sont pas connus d'avance, entre guillemets. Il y a beaucoup de jeunes qui s'affirment, il y a des seconds violons qui arrivent, mais là, cette année, force est de constater que le Tour est ultra intéressant presque à chaque jour. Ce qui est quand même pas... ce qui doit être le fun pour une analyste qui passe la journée à le commenter, d'ailleurs. Quand même, c'est vrai. Beaucoup d'histoires d'échappées. Donc, je regardais juste dans les derniers jours, là, vous avez Wout van Aert en échappée, Nils Politt qui gagne en échappée, Bach Mollema qui gagne en échappée, Sepp Kuss qui gagne en échappée. Ça, c'est cette semaine. Là, donc, c'est pas... Puis hier, c'était... tu parlais des autres maillots, Charles. La guerre du maillot, moi j'appelle ça la guerre de tranchée, la guerre de guérilla du maillot à poids qui est menée en ce moment est super excitante alors que on s'entend que le maillot à poids, je sais pas pour vous là, mais moi normalement je fais comme c'est comme un prix de consolation qui a un peu perdu de son prestige, je pense, avec les années. Mais là, Mike Woods là, la guerre avec Wout Poels et Mike Woods, passionnant. Là. Comme disait Charles Audrey, pour vous autres, ça doit vraiment être le fun. Là. Il y a des histoires à raconter. Là. Oui, mais ça fait longtemps aussi qu'on n'a pas vu une grosse bataille comme ça, des sérieux candidats, des candidats vraiment solides pour le classement de la montagne. Tu sais, Michael Woods, là, c'est vraiment... Ça aurait pu être aussi mon héros de la deuxième semaine parce que il est toujours dans la bonne échappée quand c'est le temps. Tu sais, c'est sûr que Wout Poels... C'est un sérieux candidat. Là, en plus, t'as Van Aert qui vient se mêler de ça. Mais, tu sais, il fait vraiment des belles étapes, Michael Woods, pour ça. Il marque bien ses rivaux. Puis, en plus, quand c'est le temps d'attaquer, quand c'est le temps d'essayer, ben, il est là. Donc, c'est intéressant ce qu'il est en train de faire. Puis, en plus, ben, ça faisait très longtemps qu'un Canadien n'avait pas eu un maillot à poids sur les épaules. En tout cas, ça remonte à Alex Teda, je pense, en 86. Ouais. Donc, ça aussi, c'est un super accomplissement, encore une fois. Fait que Michael Woods, il marque vraiment ce Tour de France 2021, là.
Vraiment, vraiment super intéressant. Bon, on a parlé de Cavendish, on a parlé du maillot à pois, on a parlé de ce fameux classement général et donc où il s'embrasse des affaires. En ce moment, on est lundi matin, c'est jour de repos. À l'intérieur d'une minute, vous avez Rigoberto Urán, Vingegaard en 3e place, Carapaz, O'Connor et Kelderman, tous à l'intérieur d'une minute qui se battent pour les autres places sur le podium. Donc, on le disait, ça brasse en arrière de la première place et c'est sûrement pas fini. Est-ce que, la question à 200 piastres, est-ce que ça se peut que Tadej Pogačar perde 5 minutes contre un de ces dudes-là dans les montagnes, dans les jours qui suivent? Moi, j'ai ma réponse. Audrey, qu'est-ce que t'en penses, toi? Audrey, Charles, je commence par toi, Audrey. Tiens, ça se peut-tu? Okay. Ah, écoute, pas avec ce qu'il a démontré. Parce que même en étant isolé, plus rapidement par exemple, une formation comme Ineos, une formation comme Jumbo-Visma ou même Astana ou IF Nippo, il est toujours là. Il est toujours vigilant. Même quand il y a eu des coups de bordure, il était là. Il manœuvre super bien son vélo. Il a peut-être pas de coéquipier avec lui, mais il s'arrange toujours pour pas dépenser d'énergie inutilement. Il utilise les autres coureurs. Il navigue dans le peloton comme un... Il est vraiment, vraiment efficace pour ça. Et hier, bon, il y a eu un petit moment de faiblesse quand Jonas Vingegaard l'a détaché dans le Mont Ventoux. Mais hier, combien de fois il s'est fait attaquer? Combien de fois il a répondu? T'as eu Urán, t'as eu Carapaz, t'as eu Vingegaard, t'as eu, à un moment donné, Ben O'Connor. Tu sais, je sais qu'il est un petit peu plus loin au général, puis Tadej n'a pas nécessairement besoin d'aller couvrir ça. Mais à un moment donné, moi, ce qui m'indique qu'il va être trop dur à battre, c'est qu'à un moment donné, il était tanné de ces attaques-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il restait 1 kilo avant d'arriver au sommet, il est allé en avant, il a mis son tempo. Il s'est dit, regarde, c'est assez les attaques, là, je vais prendre le contrôle. Donc, je pense que ça va vraiment être difficile. Si on veut réussir à le faire craquer, là, ils ont réussi une affaire. Ils ont réussi à l'isoler. Tu sais, la Ineos, quand ils mettent leur gros tempo en avant, ben, ça élimine ses teammates. Fait que ça, c'est une chose. Mais il va falloir le surprendre. Tu sais, lui, il sait, là, quand même que tu mets le tempo dans la dernière bosse, puis que tu vas faire une attaque des 2 derniers kilomètres. Il sait, il s'attend que ça va être ça. Donc, il faut trouver une autre façon de pouvoir le mettre à mal, le surprendre, mais... Aujourd'hui, j'ai pas la réponse de quelle façon on pourrait s'y prendre, okay. Mais il faut vraiment user de créativité. Si quelqu'un était capable de le faire dans ceux qui sont là, dans ceux que j'ai nommés tantôt, là, c'est sûr que Carapaz dispose d'une machine de guerre assez imposante. On l'a vu encore dimanche dans l'étape vers Andorre-la-Vieille, avec 2 coureurs qui étaient partis à l'avant. Quand Kwiatkowski s'est tassé puis qu'il restait juste Geraint Thomas, tiens donc, il y en avait 2 autres qui apparaissaient. Donc, c'est probablement lui qui dispose de la machine de guerre la plus imposante, mais à l'inverse, il semble pas être en mesure de le distancier ou de lui mettre, de le mettre à mal d'aucune manière. Est-ce que c'est Vingegaard qui semble être le seul qui pourrait peut-être ambitionner de faire ce genre de choses-là? Je pense que ça prend une collaboration Carapaz-Vingegaard. Les 2 équipes, il y a encore des coureurs autour de Vingegaard. Wout van Aert en est peut-être la meilleure démonstration. Une alliance. Une alliance. Ineos et Jumbo-Visma. Mais, tu sais, on cherche... je pense qu'à part dégonfler ses pneus, il n'y a pas beaucoup de monde à part Pogačar lui-même qui peut battre Pogačar autour 2021. On verra ce que les prochains jours nous disent. Mais tu sais, même l'attaque de Vingegaard sur le Mont Ventoux, bon, il y a eu un instant, 1 minute où on s'est dit « Wow, il se passe de quoi? » Mais ils ont quand même fini ensemble, dans le même temps, à la fin de l'étape. Je doute que ce soit suffisant, surtout que Vingegaard arrive de... le début du tour, il était au service de Roglic. Sa préparation est différente, ses efforts se sont placés à des moments différents. Peut-être que c'est lui qui va arriver au bout de ses ressources avant Pogačar, qui lui est prévu comme étant le leader de cette équipe-là depuis 2 ans. Ouais. Donc, j'y crois peu. Mais bon, j'ai l'habitude de me tromper dans mes prédictions, comme en disant la semaine passée que Colbrelli finirait en vert. Ça fait que je vais probablement me tromper une fois de plus. C'est pas grave, c'est ça le jeu. C'est ça. Voilà.
Ben, moi, j'attends un gars comme Rigoberto Urán. Lui, il est resté dans les roues première semaine, deuxième semaine, mode observation, il est tout le temps là, il se fait pas détacher, il fait sa petite affaire. Il a fait sa première attaque du Tour de France hier, puis c'est drôle, mais j'ai l'impression qu'il nous réserve de quoi en troisième semaine. Je te dis pas qu'il va aller reprendre tout le temps là sur Pogacar, mais j'ai l'impression que lui, là, expérimenté comme il est dans sa forme de sa vie, là. Genre sécuriser sa deuxième place. Ouais. Ouais, peut-être se rapprocher. Puis effectivement, ça me rappelle qu'il a passé beaucoup de temps en Colombie, en altitude. Il a été là longtemps avant le début de la saison. C'est sûr qu'au lieu de courir plus longtemps en Europe, peut-être qu'il arrive dans une forme différente puis qu'il va nous la jouer surprise, c'est moi qui est le contender. Ouais, on a hâte de voir ça. En tout cas, ça va être une dernière semaine vraiment, vraiment excitante. Beaucoup de montagnes. Donc, on entre dans les Pyrénées pour cette dernière portion montagneuse. On est déjà là, en fait, là, parce que hier, et même avant hier, on y était un peu, là, on était au pied d'eux. Donc, en Ariège, ce magnifique pays où il n'y a pas un chat. Donc, si jamais, d'ailleurs, vous avez l'occasion de voyager puis qu'on vous dit « allez à telle place », les Pyrénées ariégeoises sont fortement et très chaudement recommandées. Vous verrez pas personne, c'est magnifique. Tu nous as pas fait de col dropping jusqu'à date, d'ailleurs. Je suis un peu déçu. Veux-tu qu'on parle du col du Portet que toi aussi tu as déjà fait donc à Saint-Lary-Soulan et qui est un col que j'ai trouvé personnellement très difficile. Donc ouais, et qui va être justement un finish dans la prochaine semaine dans les hauteurs de Saint-Lary-Soulan. Donc vous regarderez ça. C'était le moment col dropping de la semaine qui vous était présenté par nos nombreux commanditaires. Audrey, Charles, je vous remercie. Je vous garde pas plus longtemps. Je garde pas plus longtemps non plus les auditeurs. Je vous invite à regarder si vous avez l'occasion. Il y a tellement de contenu sur FloBikes là, que vous pouvez consulter, des entrevues avec les coureurs, il y a des résumés, toutes sortes de choses. Donc, des petits morceaux aussi. Si vous n'avez pas le temps de regarder les étapes au complet, vous avez des résumés des étapes. C'est vraiment super intéressant. Puis, évidemment, vous pouvez voir les reprises complètes avec Audrey qui est avec nous et avec Randy, son comparse pour la dernière semaine. Merci beaucoup, Audrey. Merci. Les gars. Merci à Charles. Et plaisir. Merci à FloBikes. Je m'appelle David Desjardins. Merci à vous toutes et tous d'avoir été avec nous à Radio Bidon. Bonne fin de tour.